Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Imagineering dans laquelle on va parler de Space Mountain. On va voir ses origines, on va voir la version de Disneyland Paris, de Discovery Mountain à Space Mountain de la Terre à la Lune. On va parler des autres versions qui ont suivi, quelques petits secrets intéressants de l'attraction. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour Space Mountain. Et pour cela, on retourne en arrière dans les années 60 et Tomorrowland pose déjà un problème. Un problème parce que oui, Tomorrowland c'est censé être le futur et l'avenir est déjà le présent. Donc il faut renouveler sans cesse ce coin du parc que Walt Disney n'apprécie pas trop justement à cause de ça. Et cette période, c'est aussi eh bien, une grosse source de fantasmes et de fascination spatiale. Walt Disney et ses équipes avaient alors envisagé une attraction sur ce thème, un coaster qui aurait envoyé les gens dans l'espace, mais pas n'importe comment, par un canon, tiens donc. Et cette attraction aurait dû s'appeler le Space Voyage. Ça a été motivé aussi par le succès du Matterhorn à Fantasyland, le coaster dans cette magnifique montagne enneigée. C'est vraiment un déclic pour augmenter les attractions à sensation et aussi un petit peu plus à destination des ados. Ce projet n'a malheureusement pas vu le jour, du moins pas tout de suite, pour d'abord des raisons tout simplement de technologie qui n'étaient pas possibles à l'époque, mais aussi parce que Walt Disney était très occupé par la Foire internationale de New York et les différents projets de Walt Disney World. En 1971, en Floride, Walt Disney Imagineering propose le Matterhorn à Fantasyland, mais les équipes vont reprendre l'idée de Space Voyage, en commençant avec un concept d'un voyage turbulent à travers l'espace avec 4 pistes, 4 parcours sous un énorme dôme gigantesque dans le noir, afin de pouvoir y mettre des effets spéciaux, mais aussi créer des effets de surprise, on ne sait pas trop où on va, c'est ça l'intérêt. L'attraction reprend le layout, le design du Matterhorn de Disneyland, en adaptant tout ça bien sûr pour que ce soit sous dôme. Ont été ajoutées ensuite des projections pour rendre le tout plus crédible. Alors au final, sur les 4 pistes, 2 sont restées et l'attraction ouvre en 1975 et c'est un énorme succès. Space Mountain est un gros hit. Retour aux sources avec l'arrivée de Space Mountain à Disneyland. D'ailleurs, c'est la première fois qu'une attraction a déjà vu le jour à Walt Disney World. C'est intéressant de le noter. Le dôme est ici beaucoup plus compact parce que la structure est enfoncée dans le sol afin de ne pas écraser la taille du château. L'ouverture de cette attraction qui a eu aussi un gros succès à Disneyland se fait en 1977. Alors, il y a eu la même version qui a été copié-collé plus ou moins à Tokyo Disneyland en 1983 et on arrive ensuite à Euro Disney. Et lors de l'élaboration d'Euro Disney, la convention passée entre l'État français et Disney stipule que la France, justement, doit être représentée de plusieurs manières au sein du parc. Ainsi, Walt Disney Imagineering imagine un monde visionnaire où certains grands du passé seraient présents, comme par exemple Jules Verne. Cette motivation va alors permettre de repenser entièrement Tomorrowland avec à sa tête l'Imagineer Tim Delaney, naît alors Discoveryland. Walt Disney Imagineering imagine ici un projet gigantesque, c'est le plus grand projet jamais imaginé en dehors d'Euro Disney évidemment en lui-même, c'est le Discovery Mountain. À l'intérieur d'un dôme de 100 mètres de diamètre, qui aurait fait presque toute la superficie du land, on aurait retrouvé plusieurs activités intéressantes. Tout d'abord, une attraction de chute libre, inspirée de Voyage au centre de la Terre, où on aurait descendu dans le cratère d'un volcan. On aurait retrouvé aussi Horizons, un dark ride de type Omnimover, l'histoire du futur, tout simplement vue par les visionnaires mettant en avant Jules Verne et directement inspirée par l'attraction d'Epcot. Le Nautilus aurait été amarré dans un lagon géant et aurait été là un restaurant de fruits de mer et haute spécialité. Également, il y aurait eu Discovery Mountain, un coaster devant inclure pour la première fois des loopings, ayant pour cadre bien sûr la Lune, inspiré du roman de Jules Verne, Autour de la Lune. Et puis, l'aspect aurait été soit la forme d'un volcan, soit une construction futuriste. En fait, ça dépend d'où on se place dans l'avancée du projet, mais les deux idées ont été envisagées. Et puis, il y aurait même eu, à l'intérieur du dôme, la gare de Discoveryland qui aurait dû se trouver là. Imaginez tout simplement traverser ces fabuleux décors avec le railroad, ça aurait été, avec le train, ça aurait été absolument incroyable. Et puis, tout ça aurait été relié par des passerelles de verre. Dans la salle de Vidéopolis, d'ailleurs, on peut toujours voir ces hublots qui n'ont malheureusement jamais servi. Le projet
devait ouvrir après l'ouverture du parc, mais il y a eu de gros problèmes économiques. On connaît l'histoire, donc il fallait développer un plan B d'urgence, et Discovery Mountain a été sauvegardé, du moins uniquement le coaster, qui s'appellera donc plus tard Space Mountain. Mais alors, il fallait bien sûr que ce Discovery Mountain, ce Space Mountain, soit à la hauteur. Et il fallait en effet, en termes de design, le dôme de 62 mètres de diamètre et 36 mètres de haut unique au monde adopte ici un style steampunk pour tout simplement matcher avec l'environnement de Discoveryland. Le canon, le canon est alors le point de départ du périple, ayant pour nom le Columbiad, comme celui qui envoie les trois hommes vers la Lune dans le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Long de 20 mètres, on y voit à sa base une certaine Luna, qui est la déesse de la Lune, qui vise le symbole du rêve éternel. Il envoie les explorateurs tous les 36 secondes avec son gros boom pour une course allant jusqu'à 71 km/h pour avoir comme destination la Lune. Le dôme est aussi plein de détails. C'est un hommage à la fascination des sciences et des machines mécaniques de l'époque victorienne. Tout en haut, des tours de communication permettent le contact avec l'espace infini. D'ailleurs, le style n'est pas sans rappeler celui de Eiffel, et ça match là aussi très bien avec toute cette époque-là et tout ce que ça peut renvoyer dans l'imaginaire collectif. Une véritable œuvre d'art donc, rendant hommage aux rêves et aux avancées scientifiques de toute une époque. Mais Jules Verne n'est pas le seul Français représenté à travers cette attraction, du moins à la base, puisque la Lune, par exemple, est celle de Georges Méliès, qui est donc le père fondateur des effets spéciaux. En termes de musique, c'est la première fois qu'on a ici le système de son embarqué, musique qui a été composée par un certain Steve Bramson. La file d'attente est aussi extrêmement travaillée. La voûte céleste comprend d'ailleurs des références aux Imagineers ayant travaillé sur le projet, mais aussi des phrases du roman qui sont écrites par-ci, par-là, et les chandeliers reprennent la forme bien connue d'Orbitron. L'arrivée dans le hall d'exposition festif de la machine est ornée de drapeaux, des drapeaux qui invitent à prendre part à cette réalisation historique. Et puis, bien sûr, pour les moins téméraires, il était possible à l'époque de regarder les trains passer pour une expérience qui était quand même très sympa. D'abord testée par un certain Pampan en personne, l'attraction ouvre ses portes en 1995 sous le nom de Space Mountain à la demande du PDG de l'époque, Michael Eisner. Tout a été changé au dernier moment. D'ailleurs, on voit encore des témoins de Discovery Mountain, notamment sur le pont, il y a encore les fameux DM. La plus grande attraction de la galaxie est enfin à Disneyland Paris, disait la publicité, et les visiteurs ne s'y trompent pas. L'attraction est un énorme succès et permet même des records de fréquentation. Space Mountain de la Terre à la Lune fascine, et en 2005, l'attraction subit de nombreux changements en passant à Mission 2, qui abandonne le thème de base pour aller au-delà de la Lune, étant ainsi plus proche des versions américaines, avec la fameuse Supernova, mais aussi de nombreux ajouts d'effets spéciaux. Cette version se veut en fait beaucoup plus contemporaine et un petit peu plus recherchée en termes de l'imaginaire collectif pour les visiteurs. Et puis, lors des 25 ans, en 2017, c'est Star Wars qui envahit malheureusement Space Mountain pour un voyage dans l'hyperspace, reprenant ce qui avait été fait aux États-Unis de manière temporaire. Et ça devrait être le cas aussi à Disneyland Paris, parce qu'il y a, je pense, espoir d'une nouvelle mission. Les trains sont un nouveau à la forme et aux couleurs steampunk, et on a toujours les effets et décors de Mission 2, et qui sait pourquoi pas une nouvelle mission qui mélangerait les effets de Mission 2 avec le retour de l'histoire d'origine. Ça serait cool. Peut-être que ça viendra très prochainement, on verra bien. En tout cas, voilà pour cette histoire de Space Mountain, attraction fascinante, l'une des plus belles créations de Walt Disney Imagineering à ce jour, et tout simplement l'un des plus beaux coasters qu'on ait pu trouver dans les parcs Disney. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, on parle de tout ça et aussi de tout un tas de secrets. N'hésitez donc pas, c'est avec grand plaisir que je vous y attends. Et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.